Bonjour tout le monde. Bonjour à Bonjour. tous. On est en équipe aujourd'hui. Désolé, on a 3 petites minutes de retard. Voilà, petit aléa du direct. Nouveau format, on s'est déplacé. Vous êtes avec nous au lab, donc bienvenue avec Marie-Paul ici présent. Hello. Baptiste, que vous avez Bonjour. vu il y a 2 semaines sur l'adaptative learning, et Louise également, qui était présente, et moi-même, Bonjour. donc Nora. Voilà. Alors, on va expérimenter avec vous un nouveau format. On va vous proposer de discuter. Bonjour tout le monde, merci pour tous les petits hello super enthousiastes. Donc, on va poursuivre la discussion d'il y a 2 semaines sur l'adaptive learning, mais cette fois-ci, on va explorer un petit peu tous les territoires de ce monde qui nous propose de plus en plus de contenus adaptés, personnalisés et qui même finalement est aujourd'hui presque en capacité de prédire nos préférences. Enfin voilà, donc on va parler de ça. Avant cela, on va déjà du coup vous révéler le nom donc de la mascotte, la fée du lab, pour laquelle vous avez déjà été sollicité il y a 2 semaines parce que vous nous avez déjà proposé des super suggestions. Et c'est sur la base de vos recommandations qu'on a mis en place un petit quiz sur LinkedIn. Et donc on va s'appuyer sur le vote pour vous révéler donc le nom de la mascotte. Et le nom de la mascotte est... Tadam! Elia. Elia, voilà, donc Elia va nous accompagner voilà, pour nos prochains Twitch. On vous racontera tout ça. Alors, Adaptive Life, Adaptive Learning, Adaptive quoi? Musique. Adaptive Netflix aussi, qui sont très friands de cette technologie. Il y a plein de choses. En fait, on se rend compte que la semaine dernière, on a parlé vraiment vis-à-vis des apprentissages, mais on se rend compte que c'est omniprésent dans notre quotidien. C'est vraiment, ça prend une ampleur pas possible. Donc la personnalisation des environnements numériques, c'est vraiment un peu un challenge là, de ce 21e siècle pour les entreprises, mais aussi pour le public et pour nous aussi. Et c'est pour ça qu'on aimerait discuter avec vous de tout ce que ça peut provoquer. Rien que pour vous donner un petit aperçu de l'ampleur des recommandations, en 2017, avec 1 milliard d'heures de vidéos par jour visionnées sur YouTube, 70% des vidéos consommées, c'était grâce aux recommandations. Donc on se rend compte quand même que c'est... Tu veux dire, excuse-moi, tu veux dire qu'ils n'ont pas tapé dans la barre de recherche la vidéo? C'est ça. Ok. C'est le YouTube, c'est les 2 petites vidéos à côté. Il y a écrit recommandé par YouTube, basé sur vos préférences. Et ça, on voit que c'est dans plein d'autres choses. Ça peut aussi être sur des sites de streaming musicaux. Mais voilà, c'est vraiment cliquer sur le recommandé. Et on est là, on regarde, on regarde, on regarde. Et du coup, voilà, moi, je voulais savoir ce que ça vous inspirait un peu toutes ces recommandations omniprésentes dans l'univers numérique. Donc ça veut dire qu'on n'a que 30% là, sur lesquels on a de... Est-ce qu'il nous reste que 30% de libre arbitre? Bon, ce serait un petit peu étendre le sujet. Alors sur ce Twitch, n'hésitez pas à vraiment voilà, nous proposer un petit peu de réfléchir avec nous sur les territoires effectivement de la personnalisation et de la recommandation. Typiquement, ça a été un sujet notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux, on le sait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des impacts très très importants, en fait, même dans des sphères qui finalement sont des sphères privées, mais qui deviennent, on voit bien qu'il y a une frontière privée-publique qui est de plus en plus ténue. Et on sait que des systèmes de recommandation, en fait, ont finalement reproduit des biais. Donc peut-être que là, c'est peut-être un sujet sur lequel on pourrait peut-être discuter. Mais... Il y a quelqu'un qui dit un peu de peur car la surveillance est intense. La surveillance entre guillemets. Oui, c'est ça, la surveillance. Alors, il y a la surveillance, mais il y a aussi finalement... dans quelle mesure est-ce qu'on accepte de s'appuyer sur un système de recommandation? Vous voyez, dans quelle mesure est-ce qu'on se sent toujours libre? Est-ce que ça a une valeur ajoutée? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement est chouette? On se dit, bah super, finalement, j'ai envie de regarder un film, et plutôt que de passer du temps à réfléchir à qu'est-ce que j'ai véritablement envie de regarder, ou peut-être même, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder un film? Vous avez vu sur Netflix, typiquement, vous regardez un film, à la fin, vous avez passé... et en fait, vous n'avez pas le temps de regarder la fin
Ouais, le Il n'y a plus de générique, Ouais, en c'est tout vrai. cas de mon époque, où ils avaient le générique comme au cinéma, ou voilà, toutes ces écritures qui nous disent tous les gens qui ont travaillé sur le film, en fait, c'est juste plus possible et tu as tout de suite un contenu, en fait, qui switch et en fait, on a quelque chose qui du coup, en fait, enfin, c'est en tout cas quelque chose sur lequel on peut réfléchir, mais qui m'empêche presque de réfléchir et de prendre la décision ou pas de regarder un autre film ou de regarder, enfin on a la même chose sur les séries, Ah, c'est encore pire avec c'est les encore séries. pire, Ouais. où voilà, ça fait déjà 3 heures que je suis devant mon écran et là je me dis bon je vais m'arrêter, mais j'ai pas le temps de me dire je vais m'arrêter. Enfin je sais pas si si ça c'est du vécu pour vous. Ah ouais, moi, totalement. Bah, oui, oui. D'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir un mot technique. Enfin, il y a de plus en plus de recherches qui s'intéressent à la question du binge-watching et de à quel point notre attention Ouais. elle est maintenue dans le temps par... si on arrive à faire pareil sur des formations. Je fais une formation, ensuite j'arrive à tellement capter ton attention que tu auras bien faire une autre En formation. disant j'ai envie de poursuivre ce thème, j'ai encore envie d'apprendre. Effectivement, c'est un peu là-dessus qu'on essayait de. C'est un peu là-dessus que tu essayes de travailler d'ailleurs. Pourquoi l'adaptive learning? Pourquoi on s'intéresse à ça? Bah, on s'intéresse à ça justement pour avoir des formations au plus proche aussi de l'être, de la personne, du self, pour aussi, enfin, toujours dans la même optique de finalement d'avoir une formation qui nous plaît plus, qui est plus proche de nous et on a envie de revenir, on a envie de faire idéalement de la formation coup sur coup. Et voilà, c'est aussi les enjeux, mais il y a aussi cet enjeu de bien-être, d'avoir quelque chose qui nous correspond un peu plus. Et ça qu'on perd un peu finalement dans toutes ces recommandations qui vont être commerciales et qui vont avoir pour seul but, entre guillemets, de vous faire consommer, d'accaparer votre attention, de vous faire rester sur la plateforme, mais pas forcément en vous proposant ce qui est le plus intéressant pour vous, mais en vous proposant des choses qui vous feront rester sur les plateformes. Et on apprend des choses intéressantes quand même. Quand on regarde les algorithmes un peu des nouveaux, par exemple TikTok, eux, ils ont arrêté de faire un peu comme Facebook, et c'est ce qui explique un peu leur succès, c'est que finalement, ils nous montrent des choses sans qu'on ait rentré des préférences. Vous savez, sur pas mal de sites, quand vous vous connectez pour la première fois, c'est le cas pour la musique, on dit « Ah, vous aimez bien le rock'n'roll, vous aimez bien telle chose ». Et là, directement, en fait, on va vous mettre ce que les gens regardent. On va essayer de vous garder comme ça, et ça va devenir aussi hyper important au niveau social, de vous faire regarder des contenus que vous pourrez partager avec vos amis après, ou même créer des liens grâce à ça. Et ils misent aussi beaucoup là-dessus, ce qui est assez intéressant. Mais c'est intéressant, dans le chat, on nous parle de la notion de bulle, c'est-à-dire que ces recommandations-là peuvent nous enfermer dans une certaine bulle, dans une certaine catégorie. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Là-dessus, moi j'avais vu un reportage qui était super intéressant, c'était sur l'affaire Cambridge Analytica, c'était sur les élections c'est ça. aux États-Unis mais aussi en Angleterre. Et effectivement, en fait, des personnes qui étaient neutres d'un point de vue politique, en les confrontant à certaines bulles, on arrivait à leur faire changer de choix, ou en tout cas les conforter dans Oui, leur alors choix c'est de ça, vote. à mon avis, on les conforte. Il me semble que Aussi. c'est surtout qu'en fait, on va se retrouver en fait avec des informations qui vont nous conforter dans ce qu'on connaît déjà et sur lesquelles, voilà, finalement, on a des recommandations qui sont quand même basées sur nos usages ou sur des profils voilà, de gens qui nous ressemblent. Donc on va se retrouver effectivement avec des contenus quelque part qui nous ressemblent et qui nous confortent dans nos idées, nos idéologies, etc. Par contre, il me semble que sur des études qui montrent que ça va avoir un impact sur la prise de décision, ça, je ne suis pas certaine que ça fasse un... C'était sur les neutres. Eux, ils disaient les personnes qui étaient neutres avec une légère tendance. Là, on arrivait à les faire... à les faire un petit peu voilà. infléchir, Après, en fait. c'est sûr, passer dans le camp opposé, c'était plus compliqué. Ils préféraient les laisser dans leur bulle, les confronter. Et ce qui peut être quand même assez dangereux. Ça fait quand même une polarisation montante après des pensées sur deux mondes en fait qui ne se touchent plus. Oui. Parce qu'au bout d'un moment, on arrive dans vraiment deux bulles différentes, alors qu'avant, on pouvait espérer un peu de mixité d'opinion, quoi. Et à partir du moment où tu es dans ta bulle, tu es vraiment isolé et tu ne reçois plus du tout les informations externes, en tout cas via les réseaux. Après, en discutant avec les gens dans la vraie vie, bon voilà, mais via les réseaux...
On avait fait l'expérience justement avec les garçons de comparer nos bulles. Sur Twitter. Ça me plaît bien, ça. Oh. Et alors? Et donc il se trouve que Baptiste et Marie-Paul sont dans la même bulle, semblerait-il. Ouais. Moi, je suis pas du tout dans la même bulle. Aussi parce que j'utilise Twitter plus Dans un autre, professionnellement. dans un autre, une Donc, autre sphère. Donc voilà, et on n'est pas du tout dans la Et même donc bulle, vous vous c'est-à-dire- croisez pas sur Twitter en fait, c'est ça? Exactement. C'est incroyable. C'est exactement ça. On essaye un peu de l'intégrer, mais pour le moment, on n'est pas dans la même bulle. Non. Oh, non, ouais. Ouais, c'est ça. Alors que sur LinkedIn, vous vous croisez. Mais forcément, oui, parce que bien du sûr. coup, c'est Exactement. voilà, c'est Et- un média sur lequel... Et c'est étonnant comment Baptiste et moi, des fois on s'envoie des choses et tout, et généralement il m'envoie des choses que j'ai déjà vues, et moi je lui envoie des choses qu'il a déjà vues, parce qu'on a vraiment les mêmes contenus. C'est affolant. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, c'est Yacine, qui dit que aussi ça questionne la récolte et l'usage des données personnelles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que la réglementation avance en même temps que les questions se posent. Et donc c'est pour ça qu'on passe nos journées, je pense, à valider des cookies sur. Ouais. Enfin, je sais pas, je suis pas experte de la question des cookies, mais. Ouais. Là aussi, je pense qu'effectivement, il y a des changements qui sont attendus sur ces sujets-là, en fait, en termes de réglementation. On a une petite visite. C'est le live Twitch, Peace Lab. Donc, Nejma, est-ce que tu veux bien Hello. Je passe en rapide. Donc, tu poursuivras ces échanges avec nous. Avec plaisir. Voilà, personnalisation. Ouais, on aura un sujet IA de toute façon avec oui. toi. Donc, je pense que la question justement des biais et de l'évolution de la réglementation, parler des cookies et de toutes les données qui sont collectées. Je pense qu'effectivement, c'est un petit sujet à mettre à l'ordre du jour. Mais on voit quand même aussi qu'il y a un effort qui est fait là-dessus avec les IA vertes, notamment d'un point de vue de la consommation des énergies, parce qu'on sait que ça peut être aussi vraiment gourmand en énergie, ce genre d'algorithme, mais aussi vertes vers la transparence, vers quelque chose où on peut lire. On a le choix d'utiliser aussi ces algorithmes, et quand on regarde un peu des articles liés à la motivation et vis-à-vis de ces recommandations, on s'aperçoit quand même que les personnes qui sont très autonomes aiment les recommandations parce que bon, ça peut avoir un filtre vis-à-vis d'un flux d'informations qui est vraiment trop dense, donc c'est quand même agréable de ne pas avoir tout et n'importe quoi. De facilité en fait. Mais ça nécessite quand même chez ces personnes d'avoir le choix. Ils sont très autonomes, ils aiment choisir, ils aiment faire leurs recherches eux-mêmes et ils veulent aussi avoir un contrôle sur cette IA. Mais le problème, c'est que cette IA, on le sait, on a pu le voir dans différents champs. Déjà, pour des raisons économiques, on ne peut pas forcément partager son algorithme, le mettre transparent, mais c'est aussi, des fois, au niveau technique, pas possible. Avec les réseaux neuronaux, on ne peut pas retracer toujours les chemins, on ne peut pas toujours expliquer, et c'est pour ça qu'aussi on est arrivé à des résultats qui n'étaient pas concluants, pas forcément même désirables, parce que les IA reproduisaient des biais humains, en fait, et les accentuaient. Et il y a de très mauvais exemples là-dessus. Oui. Notamment sur Twitter. Encore une fois. Je n'ai pas les noms exacts, mais il me semble qu'une entreprise avait diffusé une IA sur Twitter. Elle s'était fait totalement... En gros, les gens sur Twitter s'amusaient à l'orienter, à lui faire apprendre des mauvais comportements. Ils l'ont enlevé de Twitter, ils l'ont remise, et ça c'est... Enfin, le même problème c'est remis en place, donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a souvent des biais, des problèmes, et c'est très facile d'orienter. Et du coup, ça soulève la question de la qualité des données d'entrée. En fait, c'est ça, le souci bien souvent, il est là. En fait, l'IA, elle apprend sur la base de ce qu'on lui donne au départ. Donc, effectivement, je pense que c'est cette question-là, en fait. Ceci dit, c'est vrai que c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de dire que ces outils-là ils sont dangereux, on peut pas les utiliser, etc. Mais peut-être d'avoir de la transparence en fait là-dessus. C'est vraiment, tu parles de, moi j'aime bien l'idée d'IA verte. On a dans les ateliers du lab, je pense à Yann Ferguson, il parlait d'IA capacitante. Donc voilà, bon là c'est l'IA, mais de la technologie en général en fait. Je pense que c'est la question de la transparence. C'est-à-dire qu'on est un système qui nous facilite le fait de choisir de la musique, le fait de choisir, je ne sais pas, des films, le fait de choisir, etc. Mais savoir sur quoi est-ce que repose l'algorithme et pourquoi est-ce qu'on me fait cette proposition. Est-ce qu'il repose effectivement sur mon activité passée, et sur quelle activité, sur quelles données
Est-ce que ça repose et est-ce que j'accepte effectivement à un moment donné de pas déléguer, mais presque m'appuyer sur un système ou est-ce que ça se fait effectivement bien malgré moi et est-ce que dans des processus finalement qui sont tellement rapides que j'ai même pas la capacité de réagir pour dire bah non je m'inscris en porte-à-faux et etc. Enfin, c'est pour là on parlait du temps où on me bascule tout de suite sur un autre contenu par exemple. Ça, j'ai pas le temps de réfléchir en fait. Justement dans le chat il y a Roxane qui disait que c'était toute la question de l'économie de l'attention. C'est ça. Ça revient vraiment à ça. C'est aussi pourquoi ça fonctionne, parce que finalement c'est tellement automatique en dehors de notre contrôle que nous on est trop contents. Enfin, on gagne du temps, on n'a pas besoin de se poser de questions, le choix n'est pas coûteux parce que faire un choix c'est toujours c'est toujours coûteux. Donc c'est... Mais est-ce qu'on gagne du temps? Enfin, c'est ça, il y a un moment donné, dans quelle mesure on gagne du temps? Est-ce qu'on avait prévu initialement d'écouter de la musique pendant 4 heures ou de regarder, je ne sais pas si c'est le bon exemple, ou de regarder 4 heures de vidéo. Voilà. Est-ce que finalement j'ai gagné du temps? Ça a quand même eu un impact sur... Alors pourquoi pas, après ça peut être super, hein, mais c'est pas la même chose quand on l'a décidé, planifié, et imaginer que c'est quelque chose qu'on avait envie de faire et quelque chose qui... Enfin, est-ce qu'on n'a pas une illusion de gagner du temps? Je pense que tu gagnes du temps sur la plateforme. Voilà. C'est ça. Enfin, où la plateforme gagne du temps sur sa disponibilité, justement, ton temps, le fameux temps de cerveau disponible dont on parle quand même depuis longtemps. Et ça, pour te rejoindre, il y a quelque chose d'assez impressionnant. C'est quand on regarde le temps passé sur les smartphones, de 2012 à aujourd'hui, on a gagné 4 heures en moyenne par jour aux États-Unis de plus. C'est énorme. Et ce qui est intéressant 4 heures par jour. Par jour. Sur une vie, vous vous rendez compte? Aux États-Unis, c'est 6 heures par jour, la moyenne chez les adultes, sur un smartphone. Et moi, j'ai bien aimé ce que j'avais vu, c'est qu'il posait la question, si en 2012, vous disiez à tous ces Américains, qu'est-ce que vous feriez avec 4 heures par jour en plus, c'est peu probable que la majorité vous dise être sur mon smartphone. C'est quand même on n'imaginait même pas que ce soit possible. Voilà, c'est ça. Et finalement, même en n'ayant pas 4 heures en plus, au final, on se retrouve quand même sur le téléphone. Donc on voit bien quand même qu'on est quand même happé et que finalement cette question de choix dont vous parliez, même si c'est assez soft, finalement on se rend compte qu'on n'a pas trop le choix. Qui voudrait se dire là, je veux vraiment 4 heures de plus pour être sur mon smartphone? Ça paraît un peu... Oui, en tout cas, tu te dis pas ça au début. C'est ça. C'est ça, c'est que c'est pas un projet de vie. Évidemment. C'est pas c'est pas quelque chose en se disant comme par exemple j'ai envie de m'inscrire à une activité, je sais pas, à faire de l'escalade ou j'ai envie de quelque chose qui fait que je vais me développer. Enfin, je pense à ça, mais ça pourrait être autre chose en fait. Hein. Mais je me demande du coup ces 4 heures, qu'est-ce que ça remplace? Tu vois, dans la vie de... Oui, en fait, où est-ce qu'on les prend? Oui. On peut prendre sur le sommeil. Même les repas, maintenant, on voit plein de gens maintenant, des trucs de fast-food ou quoi, ils mangent comme ça, mais ils sont aussi sur le téléphone en même temps. Il n'y a plus aussi, ça après, j'ai pas d'études spécifiques là-dessus, mais même chez les jeunes aussi, il y a beaucoup les réseaux sociaux sont très actifs le soir. Donc oui, beaucoup sur le sommeil. Je pense que peut-être là-dessus, sur le sommeil, sur les temps de repas, il peut y en avoir plein, peut-être même en classe, les transports, où c'est pas forcément régulé. Par exemple à l'université, on peut très bien être sur son téléphone pendant un cours d'amphithéâtre ou même un TD 40, tu te mets au fond, c'est vite fait. Ce qu'on ne recommande bien sûr pas. Exactement. C'est ce que... Voilà. Évidemment. En tout cas, si on est là pour apprendre. Oui, c'est ça. Après, ça dépend de ton but. Et de ton objectif. Quoi. Marina, dans le chat, nous envoie un article Wikipédia sur ce dont j'avais parlé par rapport à l'algorithme Twitter. Là. Donc, pour ceux qui veulent voir. C'est cool, merci Marina. Trop bien. Super. Les corvées. Les corvées? Quelqu'un dit que ça remplace les corvées. Ah, on a une bonne excuse pour pas les faire, c'est ça? Malheureusement, je crois quand même que je suis pas certaine. Donc, et alors, c'est quoi les domaines, réfléchissons, c'est quoi les autres domaines de la vie dans lesquels on a justement des... Parce que là, on a parlé de la musique, on a parlé des films, on a parlé...
Alors c'est vrai que sur le téléphone, du coup, tu as plein d'applis. Et de toute façon, c'est ça. Et on voit bien que ça touche à plein de sujets. La recommandation, je trouve, qui est assez troublante quand on y réfléchit aussi, mais qui est une question importante, c'est vis-à-vis des sites de rencontres en ligne. Ouais, je pensais à Où ça. là, quand même, on se dit, c'est fou qu'on on recommande des partenaires parfois de vie Ouais. grâce aux algorithmes. Et j'ai des stats qui sont quand même assez impressionnantes. C'est qu'environ un tiers des adultes américains déclarent avoir déjà utilisé un site ou une application de rencontre, et c'est la moitié pour une jeune population. C'est évalué très positivement par les gens qui se sont rencontrés en ligne. Grosse augmentation ces dernières années. Et on a quand même plus d'un tiers des couples américains qui se sont mariés entre 2005 et 2012 qui se sont rencontrés en ligne. C'est Avec intéressant. une augmentation constante. Donc on se rend compte quand même que c'est pas rien dans notre société actuelle. Ouais, et est-ce que finalement, ce type de système, je dis ça comme ça, est-ce que c'est pas juste une médiation de ce qui pouvait se faire parce que finalement, c'est la question de comment est-ce que les gens se rencontrent. Avant cette application, là aussi, il faudrait voir qu'est-ce que ça vient remplacer. Est-ce que ça vient remplacer des choses Ce parce qui est que sûr, c'est que ça dans vient. la vraie vie, finalement, tu te retrouves... Enfin, je veux dire, les rencontres, elles se font dans ton périmètre proche. Donc là, finalement, on se retrouve avec des rencontres, mais qui vont être basées, là aussi, sur des critères qui vont correspondre. Hein. Il me semble que c'est ça l'idée, c'est de renseigner. Sauf que là, la différence, c'est que c'est toi qui renseignes bien souvent, il me semble, Tu te renseignes pour toi et ce que peut-être tu peux est-ce que chercher, mais après, voilà. ils vont chercher aussi, toi, en fonction de comment tu as réagi à ce type de profil-là, ils vont quand même affiner. Même si toi, tu as fait tes choix en amont, ils vont quand même après peaufiner en fonction de tes réactions face au profil que tu as rencontré. Et on en revient sur l'IA dynamique. C'est Ou ça. en tout cas sur les systèmes de matching qui sont Là, dynamiques. c'est très dynamique. Et c'est très dynamique en fonction effectivement des interactions que tu vas avoir. Quoi. En tout cas, ce qui est, pour rebondir à ce que tu disais, ce qui est sûr, c'est que maintenant, avec ce genre d'application, ça multiplie le nombre de personnes que tu peux rencontrer en ligne. Avant, quand bien même tu disais on peut rencontrer des gens dans son cercle, et aujourd'hui sur les applications, tu peux voir 100 profils en une journée, même en une heure, ce qui est un peu quand même difficile dans la vraie vie, et puis ce qui serait un peu compliqué d'aller voir 100 personnes à chaque fois. Salut. Je me présente, j'ai pas présenté toi. Si, c'est ça, speed dating, c'est le principe en fait. C'est vrai. Et c'est la même chose, mais en présence, quoi. C'est ça en fait. Sauf que là, du coup, effectivement, on peut imaginer que c'est pas tout à fait le même, les mêmes conditions. Il y a les achats aussi, les recommandations d'achat sur Amazon, ou même. Enfin, moi je sais Amazon parce que c'est le géant, mais même des sites pour des habits, des choses comme ça, il y a toujours des recommandations en fonction de nos achats. Et moi je trouve que c'est quand même assez fou sur Amazon. Là par contre, sur le coup, je suis toujours waouh, telle recommandation, ils veulent que j'achète ça, mais c'est intéressant, mais comment ça se fait? Enfin, voilà, donc. Du coup, finalement, donc on parlait de transparence des algorithmes déjà, ça, je pense que c'est super important de savoir sur quoi est-ce que c'est basé. Et c'est vrai que bien souvent, on ne sait pas très bien. Des fois, on est super bluffé en se disant mais waouh, comment la machine me connaît aussi bien, quoi, presque. C'est un petit peu ça. Mais après, de ce que j'entends aussi, c'est la finalité, finalement, qu'il faut un peu... c'est pourquoi on met ça en place. Parce que là, dans l'exemple que tu donnes, là, apparemment, sur les sites de rencontres, tu avais l'air de dire que c'est évalué plutôt positivement et comme apportant quelque chose de positif dans la vie. Pour les gens qui se sont rencontrés, qui c'est se ça sont rencontrés. Voilà. Donc, il y en a qui échouent, en fait, et là, on voit un peu plus de négativité, parce qu'en fait, les gens rentrent dans quelque chose où ils sont déçus, en fait. Parce qu'on vend aussi quelque chose. Les pubs pour sites de rencontres, c'est quand même l'histoire d'amour à coup sûr. Il y a aussi un peu cette déception, et on voit aussi, selon des auteurs, qui nous disent que la surcharge de choix, elle peut miner les sentiments d'autonomie et de contrôle dans le processus de rencontre. Donc c'est quand même très intime, en plus de se dire ça. Et ils vont aussi là-dedans parce qu'ils cherchent à imiter des pairs, ils ont des besoins d'intégration sociale, se faire valider socialement aussi par les likes, des compliments, etc. Donc en fait, même en rentrant là-dedans, on se rend compte, même si on n'en a pas forcément conscience, c'est quand même quelque chose de très contrôlant, et c'est un peu, ça limite un peu le plaisir démonique, le plaisir long terme en gros. Donc c'est aussi une question à se poser sur la finalité, qu'est-ce que ça implique pour les personnes en tant qu'individus. Oui, et quelle image en fait ça renvoie, en fait, c'est ça, quelle image de soi ça renvoie, et du coup effectivement
si le système de recommandation, peu importe lequel, enfin plus ou moins, mais me permet pas de trouver ce que je viens chercher, finalement, c'est presque moi qui suis remis en question, quoi. C'est C'est-à-dire ça. que le système de recommandation, normalement, il est suffisamment bien fait puisqu'il y a des gens qui l'utilisent et pour lesquels ils ont des réponses positives. Donc si moi j'y arrive pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait On que... se remet en question, nous, le système, en plus, on peut se dire ça, ouais, bah, c'est parfait quand même, tout le monde l'utilise, ça recommande super bien pour tout le monde. Et pourquoi ça marche C'est- pas pour moi en Voilà, fait? c'est moi le problème. Donc voilà, il y a vraiment aussi cette question, il faut quand même aller plus loin, s'intéresser à tout ça, non pas forcément toujours en généralité, mais qu'est-ce que ça peut provoquer chez certaines personnes. Hmm. Sachant que les personnes aussi, ça c'est une étude que les chercheurs nous recommandent de faire. Ils ont des pistes, mais il n'y a pas encore de sources sûres là-dessus, sur la motivation. Mm. Et les personnes en fait qui ont envie de rien, qui ne sont pas forcément motivées à faire quelque chose, mais qui se retrouvent à scroller pendant des heures. Hmm. En fait, c'est très facile de rentrer et c'est la porte Très difficile d'entrée. de sortir Voilà, en fait, c'est ça. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est une porte d'entrée. C'est facile de prendre son téléphone, d'ouvrir Twitter. Le quitter, c'est toujours un peu plus dur. Parce que tu es là, et même quand tu n'as rien à faire, même si tu cherches pas forcément quelque chose, tu es confronté à de l'info. Et si on conclut en 4 mots? C'est très En difficile 4 de mots à conclure. chaque 4 fois. mots. Non, parce que Déjà- Baptiste, une fois qu'il est lancé sur ce sujet, on peut y rester un petit moment. Ben oui. Juste très rapidement pour rajouter sur ce que vous avez dit, je trouve aussi que on peut, comme les gens l'ont fait sur Twitter, jouer avec les algorithmes. Moi, je me suis déjà essayé sur TikTok, essayer en fait de dire à TikTok de m'envoyer des contenus qui m'apprennent des choses. Et vraiment, si je vais sur cette application, je sais que j'aurai des choses sur la communication, sur le marketing, et pratiquement pas de choses qui ne m'intéressent pas. Et quand ça vient, il y a un bouton ça ne m'intéresse pas, et ça fait que on va m'envoyer moins de contenu comme ça. Donc, bon. Donc tu reprends un peu le contrôle aussi, c'est ça, en disant qu'est-ce que tu aimerais avoir, qu'est-ce que tu attends, plutôt que de finalement te retrouver à faire des choses sans réfléchir à quel est ton objectif, pourquoi tu agis en fait, c'est ça? Bah, Un le petit but peu. finalement, il sera toujours de vous garder sur la plateforme. Ah oui. TikTok, c'est ce qui compte. Des personnes comme Marie-Paul qui vont être là, qui vont dire voilà, moi je veux un contrôle sur mon algorithme. Il va lui laisser la possibilité, mais il va aussi très bien agir si on va pas faire ce genre de choses. Donc toi, ça te convient. Et du coup, tu te dis bah tiens, je vais aller sur TikTok, je l'ai configuré, entre guillemets, je vais aller dessus, il va m'apprendre plein de choses. Mais du coup, au final, TikTok, il est gagnant. Peu importe ce qui s'est passé en amont. Que j'ai des motivations, que j'ai réglé ça ou pas, il y aura ces recommandations-là. Et moi, juste avant de finir aussi, pour pas me Quatre faire mots, crier donc. dessus, non, c'est justement pour contrer un peu tous ces Ouais. biais d'entreprise. C'est une association qui a été créée par plusieurs professeurs d'université en Suisse. Ça s'appelle Tournesol. Et c'est en fait des recommandations qui vont pas être basées forcément par votre algorithme personnel, mais par une communauté, donc la communauté Tournesol, et en fonction... Enfin, en fait, c'est très transparent. Vous voyez pourquoi elle est recommandée. Intérêt dans la société, par exemple. Intérêt environnemental, intérêt sociétal, politique. Et Donc en fait, par ça la vous dit finalité du coup. par C'est la ça que tu dis. finalité. C'est ça qui est intéressant, on C'est en ça revient qui est toujours à intéressant. ça. C'est par la finalité. Mais c'est transparent. On sait pourquoi c'est recommandé et on a le choix. Est-ce que là, on a envie de se divertir et on va voir ce qui a été recommandé en divertissant par la communauté, ou alors on veut s'instruire un petit peu sur l'écologie, on va chercher pareil. Là, il y a un contrôle, il y a de la transparence et ça peut être peut-être une solution dans le futur pour reprendre un peu reprendre le un peu la main. contrôle de tout ça. Voilà. Bon, moi j'aime bien l'idée de communauté. Je me Moi dis aussi. quand même que tous ces systèmes-là nous ramènent à l'idée de se confronter quand même ou se conformer à des normes, malgré tout. Voilà, des normes sociales ou de profils élaborés, etc. Donc, quelle est la place pour finalement pas forcément s'auto-référer à des gens qui sont censés fonctionner de la même façon ou des habitudes qui sont censées fonctionner. Voilà, donc moi je dirais un petit peu ça, quelle est notre place quelle est la place de l'originalité, quelle est la place de la créativité, quelle est la place de, sans parler d'excentricité, mais ou enfin voilà, mais créativité humaine quoi. Donc voilà, j'ouvrirais plutôt vers cette question. Peut-être à laquelle on pourra réfléchir une prochaine fois. Oui. Ouais, carrément. Parce que j'allais Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est sûr. Singularité. Singularité. Bon, Cercle vicieux.
vicieux versus cercle vertueux. C'est un bon message de fin. C'est un bon message de Oui. fin. Bon, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. On vous dit à bientôt, dans 2 semaines. Et on vous parlera 5 mots. de comment les chercheurs étudient Les mouvements des yeux. les mouvements des yeux. Qu'est-ce que les chercheurs font avec les mouvements des yeux? Oh, Qu'est-ce qu'on peut en tirer? qu'est-ce qu'on fait des mouvements des yeux? Voilà. On espère que ce nouveau format aussi vous a plu. Voilà, si vous avez du feedback à nous donner, n'hésitez pas. On est preneurs. Merci beaucoup. Merci. Et bon déjeuner. Bon appétit, Au revoir. effectivement. Et Bon appétit. n'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube. Le lien est sur notre page Twitch. Et là, vous retrouverez toutes nos anciennes diffusions. Voilà, vous pourrez commenter, on pourra interagir. Donc, n'oubliez pas, on a une chaîne YouTube. Voilà. Ciao. Ciao.